En juin 1941, l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Après avoir subi des pertes catastrophiques et frôlé l'effondrement, des concepts comme les rôles de genre furent mis de côté, et les femmes furent envoyées sur le front, en nombre croissant. Alors que la Wehrmacht avançait vers l'Est, elle rencontra des équipages de chars féminins, de l'infanterie, des tireuses d'élite, et un régiment de bombardement qui leur apprit à craindre la nuit. En Union soviétique, il existait déjà une importante réserve de femmes pilotes. Des milliers avaient rejoint des clubs de vol avant la guerre, mais malgré leur expérience, elles étaient tenues à l'écart des combats. Même lorsque l'armée rouge utilisait des femmes au sol, l'armée de l'air soviétique leur interdisait toujours de voler. Deux événements mirent fin à cette politique exclusivement masculine. Le premier fut Marina Raskova, une célèbre pilote et navigatrice, détentrice de plusieurs records de distance et superstar en Union soviétique. Elle reçut des centaines de lettres de femmes suppliant d'avoir la chance de combattre pour l'Union soviétique depuis les airs. Les femmes combattèrent déjà au sol, alors quelle était la différence? Elle transmit ces lettres à Joseph Staline, accompagnée de ses propres demandes pour être autorisée à voler contre les envahisseurs allemands. L'autre facteur, ce furent les rapports de pertes. Chaque jour, le nombre de morts et de blessés parmi les membres de l'armée rouge ne cessait d'augmenter, et l'armée de l'air soviétique était gravement affaiblie. Ayant besoin de toute personne capable de piloter un avion sans s'écraser, Staline autorisa l'intégration des femmes dans l'armée de l'air en octobre 1941. Des milliers de femmes s'engageraient, et bien que beaucoup aient été envoyés dans des unités mixtes, 3 régiments entièrement féminins seraient créés. Le 586e régiment d'aviation de chasse, le 587e régiment de bombardement et le 588e régiment de bombardement de nuit. Tous les membres de ces unités étaient des femmes, pilotes, équipes au sol et personnel de soutien. Ces femmes étaient principalement des étudiantes universitaires, âgées de la fin de l'adolescence au milieu de la vingtaine, formées pendant quelques mois avant d'être envoyées au front. Comme il n'y avait pas de femmes pilotes dans l'armée rouge, aucun uniforme féminin n'existait. Elles reçurent donc de vieux uniformes masculins mal ajustés, et beaucoup durent bourrer leurs bottes de tissu pour éviter qu'elles ne glissent de leurs pieds. Parmi les 3 régiments, les pilotes les plus qualifiés furent envoyés au 586e régiment de chasse. Les moins qualifiés furent affectés au 588e régiment de bombardement de nuit. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la technologie aérienne avait fait d'énormes progrès et le ciel était peuplé de machines légendaires comme le Supermarine Spitfire, le P-51 Mustang et le Bf-109. Le 588e ne reçut rien qui ressemblait à un avion performant. Voici le Polikarpov PO2. C'est un biplan en toile, bois et fil de fer, qui ressemblait à un avion de la Première Guerre mondiale. Il avait 2 places, une pour le pilote et une pour le bombardier. Il fut conçu à la fin des années 1920 comme avion d'entraînement, et servit aussi à l'épandage agricole. Le PO2 avait une vitesse maximale de moins de 100 miles, soit 150 km/h, une vitesse de croisière d'environ 70 miles, 110 km/h, et un plafond opérationnel de 9800 pieds, un peu moins de 3000 mètres. Comme il était fait de toile et de bois, il n'était pas très solide, et avait tendance à s'enflammer lorsqu'il était touché par des tirs ennemis. Les pilotes cyniques surnommèrent le PO2 le cercueil volant. Oh, et le 588e ne reçut de parachute qu'en 1944. La charge utile du PO2 était également minuscule, environ 770 livres, soit 350 kg. À titre de comparaison, un avion d'attaque au sol contemporain, le P-47 Thunderbolt, pouvait transporter environ 3000 livres, environ 1300 kg de bombes. Pour être efficace, les équipages devaient effectuer plusieurs missions, s'exposant chaque fois aux tirs ennemis. Et comme si cela ne suffisait pas, les avions n'avaient pas de radio, rendant la communication entre les membres de l'escadron presque impossible. Et appeler à l'aide était hors de question. Ils devaient toutefois se contenter de ce qu'on leur donnait, et les inconvénients du PO2 ne se transformaient pas en avantage pour eux. Ils ne nécessitaient pas de longues pistes,
donc n'importe quel champ assez grand pouvait faire l'affaire, ce qui permettait de se déployer près du front. Leur faible vitesse et altitude devinrent aussi des avantages. Sa vitesse maximale était inférieure à la vitesse de décrochage de nombreux autres avions, ce qui rendait leur interception étonnamment difficile. Avec tout cela en tête, les femmes du 588e ont utilisé une série de tactiques uniques pour terroriser les Allemands. Normalement, il serait logique de voler le plus vite possible, larguer leur cargaison, puis repartir aussi vite, minimisant ainsi le temps passé sous le feu ennemi. Elles ont fait exactement le contraire. Elles patrouillaient près des lignes allemandes, et lorsqu'une cible était repérée, elles s'en approchaient en volant à ras des arbres, par groupes de 3. Lorsqu'elles étaient assez proches pour être entendues, elles se séparaient et attaquaient depuis des directions différentes, divisant ainsi l'attention des Allemands. Elles coupaient ensuite leur moteur et glissaient jusqu'à la cible. Une fois au-dessus de la cible, la bombardière larguait les bombes, puis la pilote rallumait le moteur, en espérant ne pas caler, et elle repartait dans la nuit sans être détectée. Il y a un débat sur l'origine du surnom du 588e régiment. Certains disent que le bruit de l'air s'engouffrant dans les ailes en toile et en fil ressemblait à celui d'un ballet de sorcières. D'autres disent que les Allemands l'ont utilisé comme insulte, après avoir découvert qu'ils avaient été bombardés par une escadrille entièrement féminine. Dans tous les cas, les Allemands les ont appelés les Nachthexen, ou sorcières de la nuit. C'était censé être péjoratif, mais les femmes l'ont pris comme un compliment, et ont commencé à se nommer ainsi. Finalement, le nom a été associé à toutes les pilotes soviétiques, peu importe leur unité. Depuis leur première mission le 28 juin 1942 jusqu'à la fin de la guerre, les sorcières de la nuit ont rendu la vie infernale aux Allemands. Les 261 femmes ayant servi dans cette unité ont largué 26 000 engins incendiaires et environ 3 000 tonnes de bombes au cours de 23 600 sorties. Comme leur charge était faible et qu'elles étaient proches du front, elles pouvaient effectuer jusqu'à 18 missions par nuit, chacune durant entre 30 et 50 minutes. Les Allemands, pour expliquer leur efficacité, pensaient qu'elles recevaient des injections spéciales leur permettant de voir dans le noir. Ce n'était évidemment pas vrai, et ils étaient probablement juste amers d'avoir perdu 9 chemins de fer, 2 gares ferroviaires, 17 ponts, 12 dépôts de carburant, 26 entrepôts, 11 projecteurs, 18 positions fixes et 176 véhicules blindés. Sur les 95 femmes décorées du titre de héros de l'Union soviétique, la plus haute distinction militaire, 23 venaient du 588e régiment. Tout cela a toutefois eu un coût. Au cours de la guerre, 32 sorcières de la nuit ont été tuées et 28 avions ont été perdus. Mais au final, quelle fut l'efficacité réelle du 588e ? D'un point de vue strictement militaire, les dégâts infligés furent superficiels. Au maximum, il y avait environ 80 femmes en service à un moment donné, une goutte d'eau dans une guerre impliquant des millions de soldats. Leur plus grande contribution fut cependant psychologique. À tout moment, un soldat allemand pouvait être frappé par un raid surprise, le seul avertissement étant le doux bruissement du vent dans les ailes en toile et fil de l'avion des sorcières de la nuit. Cela provoquait une perte de sommeil qui, comme quiconque ayant fait une nuit blanche le sait, réduisait fortement la concentration et les capacités. Pas idéal sur un champ de bataille. Les sorcières de la nuit rendaient aussi les Allemands paranoïaques. Ils vivaient dans une peur constante d'être frappés à tout moment par une mort venue d'ennemis invisibles et inaudibles, sautant à la moindre ombre, redoutant les sorcières même quand elles n'étaient pas là. L'impact psychologique qu'elles ont eu sur la santé mentale des Allemands est difficile à mesurer, mais il est certain qu'elles représentaient une terreur de plus pour eux. Les sorcières de la nuit furent dissoutes en octobre 1945. Ironie du sort, elles ne furent pas autorisées à participer au défilé de la victoire à Moscou à la fin de la guerre. La raison ? Leurs avions étaient trop lents pour suivre les autres.